Bienvenue à ActuPer 4. Dans ce numéro, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir deux nouveaux membres dans notre équipe de journalistes. Nouveaux? Non, je voudrais plutôt dire nouvelles. En effet, Sabine et Isabelle vont vous parler de deux faits d'actualité qui illustrent parfaitement la détresse actuelle de bien des Français. Tels les boutiquiers, les restaurateurs, les chauffeurs de taxi, les salariés. Et que dire de ce gouvernement Macron, bien empêtré par l'ultralibéralisme, prôné par l'UE, au point qu'il n'hésite plus à passer ses lois liberticides et antisociales à coups de 49.3. Vous voulez le savoir? Suivez UPR TV Rhône. Depuis le 11 mai et les annonces du gouvernement Édouard Philippe du retour à la normale de l'économie française, le secteur du spectacle est toujours en arrêt quasi total. Rien de concret n'a été proposé par le président Macron concernant l'ouverture d'une concertation des règles de l'assurance chômage qui prolongerait les droits des intermittents du spectacle de 12 mois. Ces mesures sont pourtant aussi indispensables pour les intermittents du spectacle que l'annulation de la réforme de l'assurance chômage de 2019. La Fédération du spectacle, qui regroupe le syndicat français des interprètes et le syndicat des artistes musiciens professionnels lyonnais affiliés à la CGT, s'est rassemblée devant l'Opéra de Lyon le 6 juin dernier pour réclamer un plan de relance pour la culture et les services publics comparable à ce qui a été accordé au secteur automobile ou au tourisme, permettant ainsi le retour très rapide au niveau d'activité d'avant la crise. La Fédération du spectacle a également réclamé la fin des privilèges exorbitants des entreprises de l'Internet comme Amazon, Netflix et autres, qui accumulent des fortunes considérables sans partage de valeur avec les artistes et auteurs dont ils exploitent le travail, sans même participer au financement de la création et surtout sans payer leurs impôts liés à leur exploitation en France. Enfin, les syndicats ont demandé l'abandon des programmes de démantèlement du service public audiovisuel marqués par les baisses de financement de Radio France et de France Télévisions, pour exemple la suppression des chaînes d'information France 4 et de France O. En lien avec ces actualités, une interview de Nicolas Cardoz, délégué syndical du SNAM CGT. Merci Nicolas Cardoz d'avoir accepté cette interview pour UPR TV Rhône. Pouvez-vous nous parler des conséquences sur votre activité, le monde du spectacle, de plus de 8 semaines de confinement? Bien, comme tout le monde sait, le confinement a fait arrêter tous les spectacles en France et tous les tournages. Donc du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et maintenant, on en est à la phase où on fait un état des lieux et c'est catastrophique pour notre secteur, puisque les structures de spectacle ont perdu des dizaines de millions d'euros de billetterie. Avant la crise, 250 000 personnes travaillaient dans le secteur de l'audiovisuel et du spectacle. Et donc aujourd'hui, les activités n'ont pas encore repris. Donc pour notre secteur, c'est catastrophique. Beaucoup de structures ne vont pas s'en remettre. Alors le secteur subventionné, dont la billetterie compte pour 10, 15 ou 20 ou même 30% vont pouvoir s'en sortir, mais tout le secteur privé, beaucoup de salles de spectacle dans le domaine privé n'ont pas de subvention et pour elles c'est une catastrophe, sans parler de toutes les sociétés de production technique qui travaillent pour le secteur, pour le spectacle, qui n'ont pas repris d'activité et dont certaines vont devoir mettre la clé sous la porte. Pouvez-vous, Nicolas, nous préciser quelles personnes seront les plus touchées? Les intermittents, les permanents? Alors effectivement, dans notre profession, on a une majorité d'artistes et de techniciens intermittents. Les permanents sont assez minoritaires. Donc les permanents, pendant la crise, ont pu bénéficier du chômage partiel, ont eu un maintien de salaire dans la plupart des cas. Mais par contre, pour tous les artistes et les techniciens intermittents, ça a été très variable d'une structure à l'autre. Certaines entreprises ont maintenu les salaires, ont fait jouer l'activité partielle, mais l'immense majorité n'a pas joué le jeu et les artistes et les techniciens se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucun revenu. Alors pour ceux qui sont affiliés, qui ont des droits ouverts à l'assurance chômage au titre de l'intermittence, ont pu toucher des droits au chômage, mais petit à petit, donc ces droits vont s'éteindre, à moins que le gouvernement prenne enfin des mesures
particulières pour les intermittents et donc pour lesquels on pourrait prolonger les droits pendant plusieurs mois, voire au moins 1 an. J'imagine que vous pensez faire appel à l'aide du gouvernement. Mais en cette période de crise exceptionnelle, pourrions-nous envisager que les GAFA, Amazon, Netflix et autres majors soient enfin taxés sur leurs bénéfices? Tous les gouvernements auront la possibilité d'imaginer une taxation mondiale sur ces sociétés. Il y a des discussions aujourd'hui entre États pour voir comment on pourrait taxer ces multinationales. On sait aussi que les États-Unis se sont retirés des négociations, donc la partie est un peu compliquée, mais il manque un vrai courage politique, notamment de la part du gouvernement français qui pourrait insister pour que ces sociétés soient vraiment taxées et aident la culture en France et dans le monde entier. Sensibilisé par l'adoption de la loi Avia, adoptée le 14 mai 2020 par l'Assemblée nationale. Loi portant en elle le risque d'une restriction de la liberté d'expression dépassant l'objet de la loi. UPR TV Rhône tient à souligner l'initiative prise par les avocats du barreau de Lyon qui ont créé fin mai un observatoire local des libertés publiques. Cet observatoire, ouvert à des universitaires, des professionnels de santé et des associations de défense des droits de l'homme, vise à vérifier que les mesures autoritaires prises en période de confinement et de déconfinement ne seront pas pérennisées par la suite. Voici un extrait de Maître Joël Fauré-Chalvin, vice-bâtonnier au barreau de Lyon, au micro de France Info. C'est le rôle de l'avocat d'être vigilant à ce que, au-delà de la bonne santé des citoyens, il y ait la bonne santé de la démocratie qui soit respectée. Et le Conseil de l'ordre a voulu prendre une motion que l'on espère qui va avoir un retentissement pour dire que si les mesures attentatoires aux droits et libertés qui ont été prises pendant l'état d'urgence peuvent se justifier et paraître nécessaires, elles doivent rester temporaires, elles doivent rester proportionnées et elles doivent rester non discriminatoires. Au-delà de cette motion, pour rappeler tous ces principes qui sont les principes qui font notre état de droit, on a voulu aller plus loin et on a créé, le barreau de Lyon a mis en place la création d'un observatoire des libertés publiques pour pouvoir veiller, continuer à avoir un rôle de vigie, éviter les débordements, éviter que les mesures attentatoires aux droits et aux libertés qui doivent être exceptionnelles deviennent l'ordinaire, après restent temporaires après cet état d'urgence. Et puis également, on veut donner ce signe fort au gouvernement que les avocats resteront les défenseurs de la démocratie, de l'état de droit et des libertés publiques. On veut juste être vigilant, faire un appel à la vigilance aussi auprès des citoyens pour pas que ces mesures restent dans le temps d'après, le temps d'après du Covid, le temps d'après de l'état sanitaire. On le voit aujourd'hui, la période de cet état d'urgence sanitaire a été rallongée jusqu'au 10 juillet. Donc il faut veiller à ce que ces mesures qui sont parfaitement exceptionnelles ne deviennent pas les mesures qui resteront après cette levée d'état d'urgence. Les robes noires de Lyon craignent en effet que le gouvernement français puisse profiter de cette occasion pour s'engager dans diverses expérimentations attentatoires aux libertés fondamentales comme la liberté d'aller et venir, la liberté de culte, la surveillance des rassemblements grâce à des drones, le contrôle des déplacements via les téléphones portables, l'extension des personnes habilitées à constater les infractions ou encore la constitution d'un nouveau fichier de suivi des malades. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons commencer cette rubrique militantisme avec ce qui est pour moi l'action militante du mois. L'action qui a été filmée par Vincent Lapierre, que vous avez certainement vu. Donc 9 militants pro-Frexit se sont réunis devant le siège de la Commission européenne à Paris pour manifester. Et ils ont été interpellés par une quarantaine d'officiers de police, donc 40 contre 9. Forcément, ils se sont fait attraper. Malheureusement pour eux, ils ont dû payer des amendes d'ailleurs, alors qu'à côté d'eux, 15 000 personnes manifestaient et personne n'a été embêté. Mais bon, à part ça,
Dans la rubrique s'informer, qu'est-ce que je vous propose ce mois-ci? Eh bien, écoutez, je vous propose un site internet que j'ai trouvé super intéressant, qui est le site de la direction de la prospective de la métropole de Lyon, et qui fait une veille assez ouverte, assez large sur différentes thématiques liées à l'action publique. Il y a des dossiers aussi bien qui touchent à la sociologie, qui touchent à l'économie, qui touchent à l'environnement. Donc voilà, c'est très intéressant pour se former et en apprendre plus sur l'action publique qui touche au territoire. Autre site internet, vous avez peut-être vu déjà passer l'info, vous avez le GOUV, gouvernement à but non lucratif, qui s'est créé et qui a rejoint d'ailleurs notre ami Étienne Chouard, qui lui est au Conseil citoyen de la monnaie. C'est une structure qui s'est montée, qui fonctionne sous la forme d'un shadow government, donc un gouvernement fantôme, et qui fait plein de propositions pour dire ce qu'il fera à la place de notre gouvernement. Voilà, c'est une initiative qui a le mérite de dire, bon bah voilà, nous on n'est pas là pour critiquer, enfin bon, on critique un peu quand même, mais surtout on propose des solutions. Voilà, il y a des ministères avec des personnes expertes dans différents domaines. Je crois qu'il reste d'ailleurs des places à pourvoir, donc si ça en intéresse certains d'entre vous, bah, n'hésitez pas à postuler, à candidater. Voilà, il y a peut-être encore de la place pour des adhérents ou des sympathisants de l'UPR. En autre site internet, j'ai également le site Euractiv à vous proposer. Alors là, je sais que je vais en prendre plein la pomme parce que Euractiv, c'est un site internet qui est censé être indépendant et qui médiatise les actions qui se passent au niveau de l'Europe, hein, de l'Union Européenne. Sauf que Euractiv, bien que censé être indépendant, est financé par du sponsoring, et notamment dans les sponsors, on va trouver la fondation Bill et Melinda Gates, Sanofi. Donc voilà, ça pose un peu toujours la question des conflits d'intérêts. Vous avez peut-être déjà vu le reportage BlackRock qui est passé en fin d'année dernière sur Arte. J'ai trouvé ce reportage excellent et j'en parle parce que en matière de conflit d'intérêts, c'est un peu le pompon quoi. Hein. C'est le plus gros gestionnaire d'actifs américain au monde qui est parti pour intervenir au sein de l'Union Européenne et faire des propositions pour intégrer des critères durables pour la supervision bancaire. Donc en gros, les Européens vont être conseillés par les Américains pour gérer leurs finances, en gros. Hein. Bon, nous on a l'habitude des conflits d'intérêts, hein, on a aussi l'habitude de remettre notre souveraineté, notre indépendance à un peu tout le monde et aux Américains en particulier, donc bon ça va, on est vacciné, on a l'habitude, en fait tout va bien. Voilà. Un dernier site internet que j'ai trouvé très intéressant, là c'est du sérieux, c'est le site des Iconoclastes. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, franchement c'est un site qui est super intéressant, on y trouve pas mal d'articles, des vidéos qui sont animées par des intervenants que pour la plupart on les connaît déjà, hein. C'est des Olivier Delamarche, des Jacques Sapir, des Pierre Sabatier, des Olivier Berruyer, le fondateur du site L'Écrise, qui est aussi un site internet intéressant au passage, hein, qui donne des contrepoints intéressants. Voilà, bon, allez voir, allez jeter un petit coup d'œil, les Iconoclastes, c'est vraiment pas mal. En matière de podcast, ce mois-ci, j'ai entendu sur France Culture Emmanuel Todd parler de souveraineté française, de sortie de l'euro, et je l'ai entendu aussi tacler, mais alors vraiment bien, petit tacle glissant contrôlé là sur Macron qui était vraiment pas mal. Et du coup, j'ai pas pu résister à vous faire écouter un petit extrait. Il nous parle d'indépendance. Les conditions de l'indépendance, c'est la sortie de l'Union Européenne. C'est la sortie de l'euro. Est-ce qu'il nous a parlé, dans les 2 ans, il peut le faire, de liquidation des règlements commerciaux européens et de sortie de l'euro. Donc c'est du vent. Vous voyez, c'est des mots. En fait, il ne sait pas de quoi il parle, ce garçon. C'est tout. Également, je voulais vous parler de l'émission Radio Rameau, qui sur sa chaîne YouTube anime des débats avec des intervenants de qualité. Donc là, le dernier débat qui est passé, c'était fin mai, c'était le souverainisme français peut-il l'emporter en 2022. C'était animé par Pierre-Yves Rougeron, Coralie Delhomme et Alexis Poulain. Donc si vous êtes passé à côté, voilà, allez faire un petit tour, ça peut être intéressant. En termes de vidéos du mois, alors bon, je ne peux pas énumérer, il y a au moins 2000 vidéos qui sont sorties en un mois, qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais moi, celle qui m'a particulièrement plu, c'est celle de Jacques Sapir et de Bruno Amable qui ont débattu sur Sputnik France et qui ont décrypté le plan de relance européen. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment cette émission très très intéressante, donc n'hésitez pas à aller la retrouver, vous aurez le lien dans le descriptif de notre émission. Une thématique que Firas Yassine a abordée dans cette ActuPR, c'est la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de nos approvisionnements en énergie, puisque c'est là-dessus que repose la croissance.
Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est une vidéo qui peut être mise en lien avec ce thème, une vidéo dans laquelle apparaît Mathilde Chouba qui nous parle de transition électrique. C'est le titre de la vidéo, transition électrique, les doigts dans l'emprise. Une vidéo parue sur la chaîne DataGueule et qui est assez édifiante sur notre conception de la provenance de l'électricité et de son impact réel sur la planète. Alors c'est vrai que plein de gens, plein d'émissions sont là-dessus, mais j'ai trouvé que cette Mathilde Chouba, elle explique la chose. Voilà, pour faire une prise de conscience, si des gens sont vraiment à côté de la plaque, vous leur envoyez la vidéo, elle dure 12 minutes, vous voyez ça, là vous dites, bon là il faut vraiment qu'on évolue, là. Il y a un truc à faire, là. Il faut qu'on change nos habitudes et vite. Ça c'est mon petit côté écolo qui ressort, je suis désolé. À part ça, c'est tout pour ce mois-ci. Donc si vous avez des vidéos, des podcasts, des articles très intéressants à faire partager aux autres sympathisants de l'UPR et d'ailleurs, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous pouvez balancer des liens vers des sites intéressants. C'est tout pour ce mois-ci, je vous dis à très bientôt et puis je vous dis bon visionnage de toutes ces vidéos et articles là que je vous ai proposé de voir. À Lyon, nos politiques s'expriment sur les raisons de cette nouvelle crise économique et bientôt sociale. Nos politiques vont aborder cette crise via un angle de vue peu usité par les ténors de la politique soucieux de solutions à courte vue. Ici, Firas Yacine puis Christian Dada nous parleront de la nécessité de sécuriser nos sources d'approvisionnement en énergie. Car sans énergie, pas d'économie. Là aussi, il est question pour assurer le niveau de vie de tous les Français de mettre en avant la souveraineté de notre pays. Je voudrais revenir avec vous sur ce qui s'annonce comme un événement majeur, une crise majeure de l'histoire de l'économie occidentale. Je crois que maintenant tout le monde a compris, vous le sentez bien, on entre dans une période qui est extrêmement difficile. Et une fois de plus, le peuple, c'est-à-dire nous allons devoir assumer les énormes erreurs que nos dirigeants ont commises. Vous allez entendre partout dans les médias disons plutôt dominants, que cette crise est la faute du Covid, qu'on n'y pouvait rien et qu'après tout, nous n'avons qu'à nous adapter et que tout est entre nos mains. C'est bien évidemment faux, le Covid n'est qu'un révélateur. Il accélère un processus qui a en fait démarré depuis 2008, il faut bien le comprendre. La vérité, c'est que nous ne sommes toujours pas sortis de cette crise-là, cette crise où nous avons dû renflouer les banques à coups de milliards. Bien sûr, tous les politiques vont vous annoncer que la croissance va revenir, ils vont vous annoncer que c'est un accident de l'histoire, comme il y en a beaucoup, et puis que ça va rebondir. Et pourtant, c'est précisément là que tout le monde se trompe. Et il faut bien le comprendre, la croissance ne reviendra plus. Elle fera bien, à mon avis, quelques allers-retours au-dessus du seuil des 0%, un coup en haut, un coup en dessous peut-être. Mais sur le long terme, et quand je parle du long terme, je veux parler des 20 prochaines années, il faudra apprendre à vivre sans cette croissance. Et pour que vous compreniez bien ce qui se passe, il faut déjà bien comprendre ce qu'est la croissance. La croissance, c'est effectivement l'augmentation du PIB année après année. Et évidemment, pour que ce soit intéressant, il faut que cette augmentation des richesses produites, effectivement, soit supérieure à l'augmentation de la population. Parce que vous comprenez bien que si on produit plus, mais que la population augmente encore plus, finalement, on est tous un peu moins riches chaque année. Cette croissance, ces richesses produites, cette augmentation des richesses produites, peut aussi bien toucher donc les biens manufacturés ou les services. Mais je rappelle que les services reposent eux-mêmes sur la production de biens manufacturés. Donc, par exemple, si on prend le cas d'un ambulancier, il a besoin d'une ambulance pour produire son service. Donc en fait, ce qui est essentiel à la croissance, c'est l'augmentation continue de la production de biens manufacturés. C'est ça qui est vital. Et je peux vous dire une chose, c'est que ce n'est pas avec l'expérience que l'humain produit un peu plus chaque année. Évidemment, il progresse, mais c'est marginal. Ce qui fait que chaque année on produit un peu plus, c'est l'arrivée massive des machines dans les chaînes de production. Or, ces machines-là, vous le savez, fonctionnent à une énergie qui est à 70% d'origine fossile, et cette énergie, soit parce qu'elle va s'épuiser, par exemple le cas du pétrole où on a passé le pic, soit parce qu'on a un problème de réchauffement climatique et il faudra mieux ne plus la brûler, elle sera de moins en moins disponible. Ça veut donc dire chaque année de moins en moins de machines pour nous aider, et donc ça veut dire chaque année de moins en moins de produits manufacturés ou de services disponibles. Alors, que devons-nous faire ? Eh bien, si l'on anticipe une baisse structurelle des disponibilités en énergie, il est grand temps d'axer un programme en 3 points. Tout d'abord, il faut prioriser les secteurs que nous voulons sanctuariser pour garantir un minimum de bien-être à notre population. Il est temps de prioriser les choses qui sont vitales, celles sur lesquelles on veut garder un approvisionnement énergétique. Il est grand temps aussi de rééquilibrer les partages des richesses pour que tout le monde puisse avoir une part acceptable du gâteau. En temps de récession, il est compliqué de justifier que des gens soient très riches et des gens très pauvres.
Et enfin, il est grand temps d'activer notre diplomatie au mieux pour pouvoir préserver au maximum les quelques ressources énergétiques qu'il restera. Or, c'est précisément tout le contraire que fait le gouvernement actuel. Il faut plus d'égalité, il fait des cadeaux aux plus riches, qui vont à l'encontre d'une meilleure répartition des richesses, et là-dessus je ne parle pas que de l'ISF, qui n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut plus d'indépendance productive, et pourtant, après le casse du siècle sur Alstom, Emmanuel Macron, il laisse son activité maintenance de turbines, qui est pourtant un enjeu stratégique en termes de souveraineté énergétique, il laisse cette activité partir à l'étranger. Il propose des milliards pour sauver Renault, qui ne s'engage à rien en échange pour conserver l'emploi. Il est totalement absent des négociations de la nouvelle politique agricole commune. Cette politique agricole commune, et j'attire votre attention là-dessus, va se faire au détriment majeur des Français pour combler le déficit laissé par le départ des Anglais. Et pourtant, l'alimentation, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire d'autre. Enfin, dernier exemple, et là c'est d'actualité ces jours-ci, Macron laisse jour après jour nos capacités de production de matériel de santé ou de médicaments disparaître. Je peux vous citer 3 exemples rapidement. Le cas de l'entreprise Famar à Saint-Genis-Laval, qui est en redressement, elle produisait, il faut savoir, une vingtaine de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. La fermeture de l'usine de production de masques de Plaintel dans les Côtes-d'Armor en 2018, qui nous a mis dans la situation où nous avons été pendant le Covid. La fermeture en cours de l'usine de Luxfer à Gerza, qui produit les bouteilles d'oxygène médical, et donc on va voir cette activité complètement disparaître du territoire. Enfin, dernier point, la diplomatie. Je vous ai dit qu'il fallait sécuriser nos approvisionnements, et en fait, voilà, il nous emmène vers une opposition frontale avec la Russie, qui est pourtant un de nos fournisseurs majeurs, puisque 30% de nos approvisionnements de gaz et de pétrole viennent de chez eux. Donc vous le voyez, il faut changer tout ceci. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Et si nous voulons conserver notre qualité de vie dans ce monde à venir, il faudra bouger. Et ça, pour faire ça, il faut absolument se défaire de l'obligation de maintenir la libre circulation des capitaux, de ce dogme du libre-échange à tout va et de notre soumission indiscutable à l'OTAN. Tout ceci est inscrit dans les traités européens. Il faut reprendre notre destin en main et pour ceci, seule la sortie de l'Union européenne nous permettra de le faire. Bonjour. L'épidémie de Covid-19 qui a frappé la planète a montré la fragilité de la France dans le domaine de la santé. Notre pays, saigné à blanc par des décennies de politiques d'austérité budgétaire et soumis à l'ultralibéralisme imposé par notre appartenance à l'Union européenne, s'est soudain aperçu que pour faire face à ce grave problème de santé publique, il fallait des moyens techniques et des moyens humains. Ce personnel a été en première ligne dès le début de la pandémie, et ce, sans moyens de protection. Pourquoi ? La réponse est simple, délocalisation et rentabilité. Au final, les Français se sont rendus compte que leur santé dépendait de la fabrication de médicaments en Inde et de matériel de protection en Chine ou en Malaisie. Cette épidémie a mis brutalement à jour notre dépendance à d'autres pays et nous a soumis à leur bon vouloir. Tout ceci amène à se poser la question de notre indépendance énergétique et de la sécurisation de nos approvisionnements dans ce domaine. Quel serait l'impact d'une rupture d'approvisionnement en pétrole pour la région Rhône-Alpes et la métropole de Lyon ? Lyon et la vallée du Rhône sont connus comme étant la vallée de la chimie. La vallée de la chimie regroupe 11 000 salariés et contribue à faire de Rhône-Alpes la seconde région économique de France. Elle est le site d'implantation d'industries lourdes, pointues, novatrices, mais aussi génératrices de risques et de nuisances. Par exemple, la raffinerie du site de Feyzin fournit non pas seulement du carburant, mais aussi plusieurs milliers de sous-produits aux usines voisines. L'impact d'une rupture d'approvisionnement durable aurait donc un impact très important sur l'économie de la région. Quel serait l'impact pour la métropole de Lyon et au-delà de la région Rhône-Alpes en cas de manque de combustible pour les centrales nucléaires ? La centrale du Bugey, implantée sur la commune de Saint-Vulbas, dans l'Ain, produit en moyenne 24 millions de mégawattheures par an, soit 6% de la production nucléaire française, ce qui couvre 40% des besoins électriques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La centrale du Bugey figure parmi les premiers employeurs du département de l'Ain. Près de 1390 agents EDF et plus de 600 salariés prestataires permanents œuvrent au cœur des installations chaque jour. Là aussi, l'impact d'une rupture d'approvisionnement durable aurait donc un impact très important sur l'économie de la région. Au travers de cette conférence sur la sécurisation de nos sources d'approvisionnement, j'ai voulu montrer les risques réels de conflits à venir sur les différents théâtres d'opération, comme en Afrique et au Moyen-Orient. Le danger est clair et ne vient pas seulement du manque de moyens financiers, techniques et humains, mais de la pensée de nos élites politiques qui, pour des raisons idéologiques et intellectuelles, ont chassé le mot guerre de leur pensée. Le vieil adage « si vis pacem, para bellum », si tu veux maintenir la paix, sois toujours prêt à la guerre, nous rappelle qu'il faut une armée forte, même en temps de paix.
Il faut penser qu'une guerre peut arriver et s'y préparer. Mais les gouvernements qui se sont succédés depuis le général de Gaulle en sont incapables. Je conclurai sur cette phrase du général Thierry Burkhard, chef d'état-major de l'armée de terre, lors d'une audition de la Commission de la Défense le 6 mai 2020 à l'Assemblée nationale. Le monde est dangereux, la crise contribue à cette dangerosité et un conflit majeur n'est pas improbable. On voit en Libye quelque chose qui s'en approche. Cette mise en garde du général Burkhard nous conforte dans l'idée qu'un conflit majeur risque fort de survenir entre des membres de l'OTAN. Et maintenant, quelques extraits du nouveau BP ayant pour thème la financiarisation de l'économie. Ce BP est le premier d'une série de débats portant sur 2 thèmes majeurs mal traités par les médias dominants. La chaîne veut parler ici de liens étroits entre l'économie et le social. À la rentrée de septembre, UPR TV Rhône vous invite à nous retrouver sur ces thématiques. Bonjour chers internautes, nous sommes ravis de vous accueillir ici. Nous allons parler d'un sujet éminemment politique, épineux, technique. Un sujet que souvent les uns et les autres évitent d'aborder, c'est la financiarisation de l'économie. Oui, donc je voulais juste rebondir sur la notion selon laquelle les GAFA, ou les grosses entreprises d'une manière générale, se sont quelque part affranchies de la tutelle des États. Cette notion-là, elle est vraie essentiellement au niveau européen. Parce qu'en fait, si on regarde de plus près, les GAFA sont plutôt très dépendantes du pouvoir politique américain. Il ne faut pas se leurrer, elles sont sous le contrôle du pouvoir politique américain. D'ailleurs, elles se sont développées grâce à des partenariats avec l'armée américaine, avec des investissements de l'État américain. Donc elles sont grandement maîtrisées par le pouvoir américain. D'ailleurs, elles sont défendues par le pouvoir américain quand quelqu'un cherche par exemple, à leur mettre une taxe spéciale GAFA. On peut en parler avec Bruno Le Maire, par exemple. C'est pareil pour les entreprises chinoises. Je veux dire, les entreprises chinoises, qui sont en plus souvent des entreprises d'État, elles sont énormes et elles sont encore sous le contrôle de l'État chinois. Mais par contre, effectivement, dès qu'on en arrive au niveau européen, là, c'est très différent. À partir du moment où il y a une vacuité, un vide total de la décision politique et de la capacité d'action politique, alors à ce moment-là, prennent le pouvoir des acteurs particuliers que sont les entreprises. Et dès que ces acteurs pèsent très très lourd, ils peuvent imposer leur volonté à des États qui n'ont plus aucune force. J'irais bien au-delà, parce que finalement, effectivement, en effet, les GAFA sont largement contrôlés par le pouvoir américain. Mais pour autant, il y a des luttes internes très âpres entre certains dirigeants de ces GAFA, je pense à Jeff Bezos, et ce que peut être aujourd'hui Donald Trump, donc qui représente l'autorité politique américaine. Simplement, les États-Unis protègent leurs GAFA parce qu'ils savent très bien que s'ils ne les protègent pas demain, ils iront ailleurs. Finalement, nous nous retrouvons avec des entreprises d'une taille telle qu'elles peuvent choisir leur État et non l'inverse, qu'elles peuvent encadrer les États et non l'inverse. Et qu'est-ce qui se passe au final? C'est que nous nous retrouvons, alors c'est flagrant au niveau européen, mais en réalité ce que je viens d'expliquer, c'est que ça l'est tout aussi vrai même au niveau américain, c'est que nous avons des puissances privées qui sont capables de dicter leurs desiderata aux puissances publiques. Or, nous sommes censés être dans un monde libéral ou néolibéral. Bon. Le père du libéralisme, qui est Adam Smith, rappelle que l'État, dans ses fonctions régaliennes et dans ses fonctions de maître d'œuvre de l'environnement, est incontournable pour encadrer et canaliser le marché. Or là, nous avons des entreprises privées qui sont plus puissantes que tout législateur. Que tout, je ramène la définition de Hobbes, le Léviathan, c'est-à-dire le détenteur de la violence légitime, le détenteur de la décision finale, pas développée maintenant, mais qui peut s'imposer à tout privé qu'est l'État. Même les pères fondateurs du libéralisme l'ont toujours envisagé comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère nouvelle dans laquelle nous avons à travers le monde des puissances privées qui sont supérieures ou qui peuvent se défaire de l'influence de n'importe quelle puissance publique. Et ça, c'est en réalité le fait... On retrouve au niveau international une version revisitée du féodalisme. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là. Je ne suis pas un fan de Trump, loin de là. Mais je pense que la politique qu'a menée Trump depuis 3 ans, c'est les États-Unis, donc il y a des contre-pouvoirs, rien n'est simple, évidemment, ce n'est pas un claquement de doigts. Mais ce qu'il a mené depuis 3 ans est de très loin une des politiques les plus
anti-libéral au sens mondialisation au monde du monde que les États-Unis ont connu. Mais je rappelle que les États-Unis ne sont pas un pays à tendance socialiste. C'est un pays très clairement qui accepte les grosses différences, les inégalités salariales importantes, les inégalités de revenus importantes. Il l'accepte sans aucun problème. Et Trump a quand même ramené beaucoup de choses sur la table, beaucoup de sujets, notamment cette lutte qu'il a eue avec les Chinois, notamment sur la partie droits de douane, droits d'importation, qui ont été énormément relevés sur l'aluminium, sur les aciers, sur plein de choses comme ça, qui allaient bien dans le sens de, quelque part, d'une sorte de protectionnisme, d'une sorte de retour à la protection des frontières, et qui était bien demandé par ces populations-là, et qui est bien en totale opposition, quand on regarde de près, avec les intérêts de cette élite, on va dire, mondialisée, de la Silicon Valley, d'autres entreprises de la côte Est et de la côte Ouest. Donc il a bien joué contre cette élite, c'est sûr. En tout cas, c'est celui qui a le plus joué, si on compare à Obama ou à ce que proposait Clinton. C'est de loin celui qui a le plus joué contre les intérêts privés américains, de très loin. Par contre, effectivement, je constate que malgré ça, les entreprises n'ont pas fui les États-Unis, ne sont pas parties parce que les États-Unis ne le toléreraient pas. Je ne suis pas sûr que demain, si je sais pas moi, Google dit je pars, je ne suis pas sûr que le président des États-Unis les autorisera à partir parce que les États-Unis ne sont pas soumis à la libre circulation des capitaux, chose à laquelle nous sommes soumis via l'Union européenne. L'actualité de l'UPR cette semaine sera son congrès où 3 listes concurrentes seront présentées à l'occasion de l'élection de son bureau national et de son président. Les opérations de vote se dérouleront du mercredi 8 juillet à 0h au vendredi 10 juillet à 23h59 59 secondes. UPR TV Rhône vous annonce que la section upérienne du Rhône, dans un esprit de pluralité et de démocratie, présentera des candidats sur les listes de messieurs François Asselineau et de Philippe Comte. Bonne chance à eux. Voici la fin d'ActuPR 4. Nous vous remercions d'avoir suivi jusqu'au bout ce numéro. Sachez que le mois de juillet ne sera pas tout à fait des vacances pour nous, car nous avons 2 belles vidéos à vous présenter. Nous avons l'interview de Nicolas Cardoz, où il aura 15 minutes à lui pour vous expliquer tout ce qu'ils font ici à Lyon dans le cadre des actions syndicales. Et puis vous aurez également une longue conférence très intéressante sur la sécurisation des énergies qui sera menée par Christian Dada avec le cadre plus général de la géopolitique. Géopolitique que nous développerons par la suite à la rentrée de septembre. Je vous remercie pour votre attention. Bonnes vacances. Le nom de notre chaîne a changé. Si vous n'êtes pas abonné, pour nous retrouver, veuillez taper UPR TV Rhône tout attaché.